Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, la fameuse vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, ce sera sans doute la vidéo la plus importante de ma chaîne. Alors, ici, je vais te partager les trois piliers sur lesquels repose ta réussite dans l'investissement. Ça va t'aider si vraiment tu es, on va dire, si tu es débutant, peut-être même aussi intermédiaire, mais ça va surtout t'aider si tu es débutant et si tu te sens perdu sous l'amas de connaissances, sous la tonne de connaissances à maîtriser, si tu n'as pas vraiment de stratégie, si tu es du style peut-être à essayer ci, à essayer ça, et voilà, tu n'as pas vraiment de fil conducteur, de plan, de stratégie bien définie, et tu fais un peu au feeling en fait. Et c'est en fait c'est un gros souci de faire ça parce qu'un jour ou l'autre, tu vas te casser les dents. Donc en fait, je veux dire ce module, parce que j'ai l'impression de te tourner une formation, au final, c'est un peu ça. Cette vidéo, on va vraiment quand même pas mal détailler les trois piliers et en fait, ça va t'aider à clarifier et à arrêter de peut-être de faire un peu la girouette, tu vois, d'aller un peu dans tous les sens et tu sauras au moins sur quoi tu vas te focus. Sache que la vidéo, elle va quand même durer pas mal de temps. Donc, prends le temps, prends un petit thé, prends un petit jus d'orange. Moi, c'est ce que j'ai fait, tranquillou, tu vois, on n'est pas pressé, on n'est pas là pour se presser. Euh, je pars du principe que voilà, la vidéo, elle est vraiment pour les gens qui sont vraiment dans cette problématique-là, hein. Donc voilà, ça va vraiment t'intéresser, prends le temps et on enchaîne tout de suite. Alors, les trois piliers, je te les montre tout de suite et on va détailler tout ça. Donc tu as le profil investisseur, tu as les fondamentaux et tu as la psychologie. Je ne vais pas te détailler les trois tout de suite, hein. Je vais d'abord te faire la première en priorité. Si fondamentaux, tu n'as pas compris, tu ne sais pas ce que ça veut dire, je t'explique quand on y sera. Ça sert à rien que je te balance trop d'infos là tout de suite. On va commencer par le profil investisseur. Tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le profil investisseur, déjà, une chose qui est très importante, c'est que tu ne choisis pas ton profil investisseur. Tu choisis pas ton profil investisseur, comment dire, j'allais dire c'est un peu ton profil investisseur qui te choisit, mais c'est presque ça, tu vois. Ton profil investisseur, tu en as trois, on va les détailler juste après. Et en fait, c'est pas toi qui choisis dans la case où tu vas aller, entre guillemets, tu vois. Tu as plusieurs facteurs, euh, tu as plusieurs choses qui font que ton profil investisseur, ça sera A, B ou C. C'est très important de ne pas choisir son profil investisseur. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à le choisir. Et ça, c'est une bêtise. Pourquoi c'est important d'avoir un profil investisseur qui est en corrélation avec qui tu es? Pourquoi? Parce que ça va te permettre de créer une stratégie qui te ressemble. Pourquoi? Parce que le profil investisseur, c'est un peu le terreau en fait, c'est un peu le début, c'est les fondations, tu vois. Et si tu fais en sorte, si tu as un profil investisseur qui n'est pas en adéquation avec qui tu es, tu vas créer une stratégie qui n'est pas en adéquation avec qui tu es. Parce que le profil investisseur, ce qui découle derrière de ça, c'est ta stratégie en fait. C'est une stratégie vraiment sur mesure, tu vois. Donc c'est vraiment capital de travailler le profil investisseur. Sache que le profil investisseur, en fonction de ta situation, au fil des années, il peut évoluer, il peut changer. Tu peux changer en fonction de ta situation. Donc voilà, c'est vraiment très important. C'était pas un peu pour l'introduction parce que c'est vraiment capital. Euh, Avoir un profil investisseur en adéquation avec qui tu es, je te l'ai dit, ça va te créer une stratégie en adéquation avec qui tu es, mais surtout, du coup, ça va te permettre d'être zen durant le process. L'objectif d'avoir un profil investisseur cohérent avec qui on est, c'est d'atteindre ses objectifs, on est d'accord, mais surtout de ne pas être angoissé, stressé, anxieux durant ton enrichissement, parce qu'on est là, généralement, quand on investit, c'est sur du long terme, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc je pense que tu l'as compris, c'est quand même capital. On va quand même déterminer, je vais quand même te mettre en avant ce qui va déterminer ton profil investisseur. Sache que, bah, évidemment, c'est quand même quelque chose de très personnel, donc on va pas non plus faire un gros détail sur où est-ce que tu te situes toi, mais je pense qu'avec les outils et les connaissances que je vais te donner ici, tu vas pouvoir au moins voir à peu près où est-ce que tu te situes. Au moins, ça peut déjà te donner une idée. Donc, tu as trois choses à travailler pour voir quel quel profil tu es en fait, quel profil investisseur tu as. La sinistralité, tes objectifs, et il y a un côté qui est un peu plus abstrait, c'est le côté émotionnel.
Je vais t'expliquer déjà la sinistralité parce que je ne serais pas surpris que tu n'aies jamais entendu ce mot, sauf si tu travailles dans les assurances parce que c'est un outil qu'on utilise dans les assurances. Je vais te détailler ça ici. Sinistralité. Alors, la sinistralité, comme tu vois, il y a le mot sinistre dedans. C'est en fait, c'est un peu, voilà, c'est des statistiques, c'est des probabilités de risque. En fait, tu as une situation aujourd'hui, une situation familiale, une situation professionnelle, qui fait que, en fait, ça va déterminer un niveau de risque. Imaginons que tu as 20 ans aujourd'hui. Tu as 20 ans, tu as un CDI, euh, tu gagnes par exemple, on va dire 2000 euros par mois, qui est vraiment très, c'est pas mal du tout, et tu vis chez tes parents. Donc en fait, tu n'as vraiment aucune charge financière en presque, tu vois. Et de l'autre côté, tu as une autre personne, on va prendre cette personne, on va dire une personne A, c'est qu'on va l'appeler Marc, on va quand même mettre des noms, hein, pour que ce soit un peu plus personnel, et Julien, voilà. Julien et Marc. Marc, 20 ans, a un CDI où il gagne 2000 euros par mois et il vit chez ses parents. De l'autre côté, tu as Julien, 35 ans, qui est en intérim depuis pas mal d'années. Donc, il fait un boulot quelques mois, peut-être 1, 2 ans. Je crois que non, c'est 1 an et demi grand max intérim. En tout cas, dans une même boîte. Bref, c'est un autre sujet. Bref, tu vois, il fait voilà des contrats, on va dire précaires, et il change à chaque fois d'entreprise. Donc, c'est assez compliqué à ce niveau. Donc, il gagne, voilà, on va dire qu'il gagne 1400 euros en moyenne, hein, parce qu'il reste toujours dans le même secteur, évidemment, dans la même branche. Et il est locataire. J'ai pas mis. Ouais, bah, je pense que tu l'avais compris, mais je vais le mettre ici. Célibataire, sans enfant. Voilà, sans enfant. Et ici, bah, Julien, il est marié avec 2 enfants de 3 et 7 ans. Voilà. Ça, c'est pour t'expliquer la sinistralité de façon voilà, facile, tu vois. On n'est pas là pour voilà, faire des cours de je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, en gros, tu te doutes bien que Marc, son niveau de risque est quand même, voilà, il est quand même inférieur à Julien. Pour quelle raison? Qu'est-ce que je veux dire déjà par le niveau de risque? Bah, tu vois, Julien, voilà, Julien, il y a plus de chances, j'allais dire de chance, mais au final de risque, tu as compris, il y a plus de risque euh, d'avoir, voilà, de faire face à une baisse de revenus. Pourquoi? Parce qu'il est en intérim, c'est logique. T'imagines un peu, voilà, comme je te dis, tous les 3, 5, 6, 1 an, il change de 5-6 mois, hein, tu avais compris, 5-6 mois, 1 an, il change d'entreprise parce qu'elle arrête son contrat et son contrat est terminé et donc il doit trouver ailleurs. Tu doutes bien qu'il y a des fois, ça prend plus de temps. Et peut-être qu'un jour, Julien va peut-être rester 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être sans boulot, parce que il aura peut-être du mal à trouver, c'est possible. Donc en fait, son niveau de risque, il est plus élevé. Donc voilà. Pareil, Julien, je ne me trompe pas de nom, Julien, lui, bah voilà, il est marié et il a surtout des enfants. Donc les enfants, voilà, les enfants, bah, tu le sais, hein, ça court partout, ça fait pas mal de bêtises. Et voilà, aller à l'hôpital, un enfant hospitalisé, ça peut arriver. Je dis pas que ça arrive tout le temps, hein, on est d'accord, hein. Mais évidemment, Marc, lui, son risque, il est zéro. Il n'y a pas d'enfant. Et le risque, il est néant, nul, zéro. Et c'est pas possible qu'un enfant, un de ses enfants soit hospitalisé, vu qu'il n'y en a pas du tout. Donc ça, c'est logique. Par contre, Marc, il en a deux. Il en a deux. Donc un enfant hospitalisé, c'est envisageable. C'est une potentialité, entre guillemets, tu vois. Il y a quand même un risque potentiel. Voilà. Donc je vais pas te détailler tout, hein, voilà, tu l'as compris. Je pense que c'est logique. Et du coup, voilà, plus tu as une situation familiale euh, entre guillemets, où tu as une responsabilité, par exemple, où tu as tes enfants, etc., et plus tu as un niveau de, comment dire, et plus tu as une vie professionnelle aussi, entre guillemets, précaire, donc tu as un contrat précaire, c'est CDD, intérim, etc., plus évidemment ton niveau de risque, il est élevé. Donc en fait, ça te donne, entre guillemets, un axe concernant la suite. Tu sais que, euh, évidemment, si tu as beaucoup de risques en termes de sinistralité, euh, on est d'accord qu'il y a encore les objectifs, etc. On va voir ça ensuite. Mais si évidemment tu as beaucoup de risques à ce niveau, commencer à créer une stratégie d'enrichissement basée sur un risque plus élevé,
il faut peut-être se dire que tu vas peut-être mal le vivre si ça se passe mal. Donc, tu vois, rien que ça t'aiguille déjà, tu vois. Marc, au vu de sa situation, c'est clair que prendre beaucoup de risques, c'est peut-être plus à même, c'est beaucoup plus logique et plus gérable, émotionnellement parlant aussi, etc. Tu vois. On va en parler juste après de l'émotionnel. Ensuite, tu as tes objectifs. Les objectifs, t'imagines bien que, voilà, si Marc, on va reprendre Marc, hein, c'était Marc qui a 20 ans? Ouais, Marc, 20 ans, je l'écris là pour qu'on détermine bien les deux, hein. Marc, 20 ans, a juste un objectif d'être, j'allais dire de vivre en ermite, hein, tu m'as compris, hein, de vivre un peu en mode minimaliste, minimaliste, comment on peut dire ça? Minimaliste, d'avoir des charges très faibles, toute sa vie, hein, je précise, hein, bon, je sais que c'est quand même tiré par les cheveux, hein, je le sais, mais c'est pour vraiment te donner, pour que tu comprennes l'exemple. 700 euros, qui veut vivre dans une tiny house, par exemple, je sais pas si tu connais, hein, une tiny house en mode un peu euh, à l'air libre, désolé, ça dans la gorge, euh, un peu en mode écolo, etc. Tu vois. Voilà, lui, il n'a pas vraiment besoin, il n'a pas vraiment un objectif, c'est ce que je voulais dire, voilà, un objectif. On va mettre ça ici, que ça soit clair. Marque, objectif de marque. Ah, vraiment désolé pour la toux, horrible. Voilà, donc l'objectif de marque, lui, voilà, il rêve d'une vie un peu, je vais pas dire marginale, tu l'as compris, mais un peu, voilà, un peu en dehors de la société, en dehors de la société de consommation, un peu à voyager à l'air libre, dans une plaine, voilà. Et donc il y a besoin de très peu de moyens pour vivre. On va même mettre 500 euros. Voilà, il veut faire une tiny house, il veut vraiment vivre, faire son potager, voilà, potager, etc. Je vais boire un coup parce que la toux elle passe pas. Ah, je te l'ai dit, on est tranquille là, hein. Prends-toi un petit verre de jus d'orange, un petit thé. On n'est pas là pour se presser, on prend le temps. Donc voilà, je reprends l'exemple de Marc. Imaginons, lui, son objectif, c'est ça, et il détermine que, voilà, il a besoin voilà, juste de 500 euros pour vivre tous les mois. Et donc, peut-être qu'il détermine que 300 000 euros de patrimoine, même pas, tu vois, on va mettre 100 000 euros de patrimoine, c'est plus cassé, tu vois, c'est plus cassé. En fait, voilà, il n'a pas des objectifs financiers monstrueux, élevés. Donc voilà. Donc en fait, il y a aussi ce côté, tu vois, voilà, il- est-ce qu'il va vraiment prendre des gros risques est-ce qu'il va vraiment créer une stratégie d'enrichissement axée sur le risque, alors que s'il est très safe, s'il est vraiment sur une stratégie sécurisée, avec très peu de rendement, et donc très peu de risques, euh, il sait qu'il va quand même atteindre ce chiffre-là très vite. Tu vois? Ça n'a pas de cohérence. Ça n'a pas de cohérence s'il sait que en faisant une stratégie d'enrichissement axée sur la sécurité, il a peut-être ses 100 000 au bout de 10 ans. Tu vois? Et c'est peut-être OK pour lui. Tu vois? Donc en fait, c'est pas très logique de créer une stratégie risquée. Tu vois? Je pense que ça a été clair. J'espère que j'ai été clair en tout cas. Donc tu vois, ça a pas de logique. Donc tu vois, il faut qu'il crée une stratégie peut-être axée sur la sécurité ou plus équilibrée, tu vois. Mais peut-être le risque, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Alors avant, on a dit quoi? On a dit que, au vu de cette situation, eh ben en fait le risque il était plus que ok, tu vois. Mais on parlait de la sinistralité, tu vois. On parlait de la sinistralité. Là, on parle des objectifs. Donc en fait, tu le sais, hein, tu l'as compris, hein, le profil investisseur, c'est un peu ça. Tu le mélanges, tu le mets voilà, tu le mets dans ton mixeur et en fait, ça te fait un profil investisseur. Voilà. Donc je pense que voilà, tu as plus cerné. Je vais quand même te donner peut-être un petit exemple sur Julien quand même, ça serait un peu dommage. Voilà. Sur Julien, 35 ans, je te le rappelle, avec des enfants, etc. Situation un peu précaire. Et ben lui, tu vois, lui, il a quand même un objectif d'avoir 1 million de patrimoine. 1 million de patrimoine. Bon, niveau de vie, on s'en fiche un peu, il s'en fiche un peu de ça. Lui, c'est ça. Tu vois, avec 20 millions de patrimoine pour léguer ce million à ses deux enfants. Voilà, c'est vraiment son objectif ultime.
Et du coup, ben, tu te doutes bien qu'un million de patrimoine, ben, c'est un peu plus long à avoir, surtout qu'il y a 35 ans. On est d'accord, tu vois. On est d'accord que 35 ans, euh, je vais pas dire qu'il est vieux, mais à 35 ans, c'est mieux de commencer à 20 qu'à 35 ans. C'est logique, le temps, c'est très important, tu vois. Et ça sera toujours mieux de commencer à 35 ans qu'à 60 ans. On est cohérent là-dessus. Un million de patrimoine, pour l'avoir, à 35 ans, d'ici, voilà, s'il veut les avoir à sa mort, on va dire 40 ans, voilà, faire une stratégie d'enrichissement safe, on va dire safe, basée sur la sécurité, donc très peu de rendement et très peu de risque, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'il doit faire une stratégie d'enrichissement basée sur beaucoup plus de risques et donc beaucoup plus de rendement? Peut-être pas. Parce que si on reprend la sinistralité, prendre des risques, il faut faire gaffe aussi, tu vois. Donc en fait, tu vois, là, c'est encore un mix parfait, tu vois. Donc je t'ai pris deux opposés exprès. Voilà. Donc en fait, peut-être qu'il va, voilà. C'est un curseur, en fait, tu vois, il faut le voir de cette façon. C'est un curseur euh, à, euh, à ajuster en fonction de ces trois points. Le dernier point, je vais te le mettre en avant, l'émotionnel, mettre le cerveau. L'émotionnel, Marc et Julien. Donc là, je vais pas vraiment te donner d'exemple typique parce que c'est quand même très abstrait, l'émotionnel à ce niveau. Pour quelle raison? Parce que quand tu réfléchis à l'émotionnel, tu es dans le rationnel, en fait. Donc c'est un peu complexe. C'est quelque chose qu'on peut déterminer plus ou moins, mais c'est un peu plus compliqué. En fait, ce que tu peux te poser comme question, c'est est-ce que comment tu vivrais une chute de ton portefeuille, de ton patrimoine par exemple, une chute de 5% sur 6 mois, ou une chute de 10%, de 20%, de 30%. Et tu essayes de visualiser comment tu vivrais la chose, tu vois. Évidemment, tu auras beaucoup de gens différents, tu vois. Il y a des gens, euh, ils font moins 10% sur leur patrimoine global sur 6 mois, et ben ils tombent en dépression carrément, tu vois. Il n'y a aucun jugement là-dessus, hein. Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont émotionnellement parlant, ils sont peut-être un peu plus fragiles que les autres, et c'est ok, tu vois, chacun est différent. Et il y a des gens, ils vont leur patrimoine total en un an, il va être divisé par 4. Donc, imaginons que tu as un patrimoine je sais pas, à 20 000 et un an après, tu as 5 000 parce que tu as foiré ou je sais pas quoi. Et ben, c'est ok, tu vois, tant pis, ils se disent, bon, j'ai fait le con, mais c'est tout, tant pis, tu vois, j'ajuste ma stratégie et je vois. Et en fait, émotionnellement parlant, ils sont pas si atteints que ça, tu vois. Donc évidemment, tu l'as compris, la personne qui, émotionnellement parlant, a plus de mal, est plus fragile, si on peut dire, face à des chutes sévères, il va éviter d'aller faire des stratégies, à aller créer une stratégie d'enrichissement qui est plus axée sur le haut risque et donc sur plus de rendement, parce qu'il sait qu'il va subir une volatilité beaucoup plus élevée, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment, voilà, je t'ai expliqué vraiment les trois points qui font ta sinistralité, enfin, qui font ton profil d'investisseur, pardon. J'espère que c'était clair quand même, parce que c'est vrai que je sais que je parle beaucoup et peut-être parfois un peu vite. Euh, voilà. J'aurais peut-être dû te les mettre en avant, hein, mais je pense que tu avais compris. Euh, du coup, ça va te diriger, si on peut dire, vers un profil investisseur qui généralement te ressemble plus que les autres. Le but, c'est pas d'être 100% calqué sur un des trois, hein. Si tu vois que tu tends plus vers un, c'est que sans doute c'est celui-là qui te correspond le plus. Donc, comme je te disais, tu vois, on va quand même détailler davantage ici. Voilà, le profil prudent. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par cela, mais c'est pas grave. Le profil prudent, voilà, c'est surtout axé sur un rendement voilà, très faible. On ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas prendre de risques ou alors des risques très très faibles. Euh, Pourquoi? Parce qu'on on veut pas subir déjà de perte de capital et on ne veut pas subir de la volatilité. Donc tu vois, ça c'est peut-être plus pour une personne qui, voilà, comme je te disais, le profil typique, tu vois, c'est peut-être une personne qui, euh, qui a, euh, qui a déjà un patrimoine, en fait, qui veut le faire fructifier, mais tranquillement, parce qu'il a peut-être déjà 50 000, 100 000, etc., etc. Ou qui est vraiment, voilà, qui est vraiment dans une situation extrêmement, euh, extrêmement risquée, si on peut dire, tu vois, genre RSA avec trois quatre enfants, monoparental, etc., etc., tu vois. Donc évidemment, prendre des risques là,
Est-ce que c'est judicieux? Tu vois, donc c'est tout un processus, tu vois. Ensuite, je vais te montrer l'équilibré, non peut-être pas l'équilibré, le dynamique. C'est vraiment l'opposé en fait du prudent. Profil prudent, on l'appelle aussi conservateur, hein. Donc tu as deux prudent, conservateur. Le profil dynamique, tu vois, c'est plus un profil où là, on est d'accord avec le fait de potentiellement perdre de l'argent. Donc tu vois, là, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord, hein. On est OK avec l'idée de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que on veut faire en sorte d'en gagner davantage, tu vois. Le truc, c'est qu'il y a toujours un revers à ça, tu vois. Il y a toujours un revers à ça. Lorsque tu prends beaucoup plus de risques, tu prends aussi, lorsque tu veux beaucoup plus de rendement et beaucoup plus de croissance, tu prends aussi beaucoup plus de risques. C'est logique, c'est cohérent. Ça, il faut vraiment que tu maîtrises ça, parce que les gros risques, les gros rendements sans risque, ça n'existe pas, hein. Ça c'est clair et net. Et entre deux, tu as l'équilibré. Donc c'est l'équilibre parfait entre les deux. Et ça, généralement, c'est voilà, la plupart des gens sont ici. Généralement, la plupart des gens sont ici. Donc voilà. Donc maintenant, je sais plus ce que j'avais mis là. Voilà, et ça va être très intéressant, tu vois. On va prendre une personne qui a un profil prudent. Donc comme je te disais, une personne qui veut pas prendre de risques, mais vraiment très très peu de risques. Vraiment, c'est vraiment la sécurité absolue. Ce qu'il va faire, c'est il va mettre 70% sur des marchés qu'on dit de sécurité, tu vois. Donc, il va investir sur des supports d'investissement et sur des marchés très safe. Je vais t'expliquer hein, le détail des trois. Je vais peut-être même prendre ça ici parce que j'ai détaillé plutôt ici. Donc, voilà, on va reprendre l'équilibré. L'équilibré, voilà, 50% en sécurité. Tu vas vouloir mettre 50% en sécurité, 35% en enrichissement, 15% en momentum. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait? Sécurité, enrichissement, momentum. La sécurité, comme tu disais, tu vois, c'est voilà, t'as pas vraiment de rendement, mais en fait, cet argent-là, il est liquide. Il est liquide, ça veut dire qu'il est disponible. Donc, c'est-à-dire livret A, les comptes classiques, etc., etc. Tu vois. Donc là, voilà, le risque, il est quasiment inexistant presque. Tu vois. Par contre, tu n'as pas de rendement. Et malheureusement, avec l'inflation, bah, tu perds même des sous. Tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est sécurité. Ensuite, tu as l'enrichissement. L'enrichissement, là, c'est pas pareil. L'enrichissement, tu vas t'enrichir, mais en fait, c'est surtout très important, c'est sur le long terme, en fait. L'enrichissement, tu vois, je t'ai marqué des chiffres. Généralement, quand tu investis sur des marchés qui font partie de cette catégorie, tu fais généralement entre 8 et 12% annualisés. Donc, c'est pas mal, mais en fait, c'est surtout très intéressant sur le long terme. Pourquoi? Parce que le long terme, bah, en fait, les intérêts composés, ils vont jouer. Donc, si tu sais pas ce que c'est les intérêts composés, je te laisse aller voir, je vais pas te l'expliquer ici, mais c'est lorsque tu as des intérêts sur les intérêts. Donc en fait, ça te fait un peu un côté, un effet exponentiel, une boule de neige qui grossit, et plus le temps passe, et plus elle grossit de plus en plus en fait. Donc c'est vraiment exponentiel, c'est vraiment énorme. Euh, Dans l'enrichissement, bon, je pense que tu l'as compris, hein, je parle beaucoup de la bourse, surtout en enrichissement. Le risque, il est quasi nul. En fait, il est quasiment effacé. En fait, dans l'enrichissement, le côté négatif, c'est que c'est long. Mais le côté positif, c'est qu'en fait, dès lors que tu arrives à 15 ans, tu vois, je t'ai mis une croix, mais j'aurais pu te mettre un truc, un V vert aussi. Dès lors que tu arrives à 15 ans, ton risque, en fait, le risque que tu sois en perte, il est estimé à 0,02%. Oui, oui, 0,02%, c'est bien ce que je dis. Donc en fait, tu as quasiment la certitude, en investissant dans le saut d'enrichissement, donc c'est surtout dans la bourse, hein, je parle vraiment de la bourse, lorsque tu investis en bourse, au bout de 15 ans, tu es, pour ainsi dire, quasi certain d'être en plus-value, d'avoir gagné de l'argent. C'est statistique, j'invente rien, hein, c'est des statistiques officielles, je te sors pas de ça de mon chapeau. Troisième chose, pardon, le saut du momentum. Le saut, hein, je pense que tu l'as compris, je parle de. En fait, je vois ça comme des sauts. Imaginons que c'est un saut, la sécurité, je mets mes sous là-dedans, enrichissement là-dedans, momentum là-dedans. Je pense que tu avais compris ce que je voulais dire, hein. Le momentum, donc là, c'est pas la même chose. Là, le potentiel de croissance, il est illimité. Tu peux faire des sous monstrueux en très peu de temps. Mais par contre, évidemment, bah, si tu peux croître entre guillemets violemment à la hausse, tu peux aussi baisser violemment à la baisse. Logique, baisser violemment à la baisse. Le risque, il est beaucoup plus élevé. Donc la volatilité, elle est beaucoup plus élevée aussi.
Donc je pense que tu as compris l'intérêt de ton profil investisseur. Voilà, je te marque les ratios aussi ici. C'est des ratios un peu indicatifs, hein. Ça, c'est un truc que je travaille avec mes clients qu'on peut ajuster. Mais voilà, en fonction de ton profil, tu vas pouvoir créer trois sauts qui vont justement déterminer ton argent, où est-ce que tu vas l'allouer en fait, où est-ce que tu vas le poser, où est-ce que tu vas le mettre. Et en fait, tout ça, c'est possible grâce à ça en fait. Tu vois, c'est pour ça que c'est hyper important, c'est capital de déterminer le profil investisseur en amont et de créer après voilà, de tisser les liens, de créer cette stratégie qui va te ressembler. Comme je te disais, tu vois là, 50%, 35%, 15%, c'est des choses très indicatives, hein. Tu peux t'y fier, hein, mais, euh, mais voilà, on peut ajuster légèrement sans pour autant être dans trop de changements, sinon tu vas basculer dans un autre profil. Maintenant, on va aller sur un autre pilier. Ce pilier-là, c'est les fondamentaux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est tout ce qui est connaissances techniques, connaissances des marchés, connaissances techniques sur la bourse, sur les cryptos, etc. En fait, c'est vraiment des connaissances pures, connaissances techniques pures que tu ne peux pas sortir de ton chapeau. Parce que aujourd'hui, tu as besoin de connaissances. Tu as besoin de connaissances pour te lancer dans l'investissement, pour commencer à créer ta stratégie, etc. Mais aujourd'hui, peut-être que toi, dans ta situation, peut-être que tu sais pas quelles connaissances sont importantes. Tu n'arrives pas à délimiter de ce qui est capital et de ce qui est optionnel. Et c'est normal parce que tu n'as pas la maîtrise sur ça. Moi, ça fait 6-7 ans que j'investis. Donc j'ai le recul, je sais ce qui est optionnel et ce qui ne l'est pas, tu vois. Et quand tu n'as pas d'expérience, tu n'arrives pas à savoir ce qui est vraiment important. Et donc moi, en fait, ici, je vais te donner sur quoi tu dois te concentrer. Comme ça, au moins, tu pourras encore une fois te focus, en fait. Tu pourras encore une fois te focus. C'est un peu ce que je te disais juste avant. Tu as les fondamentaux. Donc en fait, c'est les fondations, en fait. Les fondations. Et tu as les infos optionnelles. Donc le toit. Pourquoi je te dis le toit? Parce que je vais te donner un exemple. Imaginons aujourd'hui, tu construis une maison. En fait, tu n'as pas le choix de commencer par les fondations. Tu peux pas commencer par le toit, tu peux pas commencer par les fenêtres, par les murs, c'est pas possible. Tu dois impérativement euh, commencer par les fondations. Et les fondations, c'est ce sur quoi tu dois te focus lorsque tu te lances dans l'investissement. Si tu connais la loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? C'est 20% des actions amènent 80% des résultats. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. Nous, on va pas s'amuser à vouloir tout maîtriser, tout savoir. En tout cas, toi, c'est pas ce que tu dois faire parce que il y a tellement de nouvelles choses dans l'investissement, dans l'économie, que tous les jours, tu vois, ou presque, que tu as l'impression qu'il faut que tu maîtrises tout et que tu n'arrives jamais à tout maîtriser parce qu'il y a toujours de nouvelles choses, des nouvelles choses qui sortent et compagnie. Et nous, en fait, on s'en fout, en fait. On s'en fout de tout maîtriser. C'est pas le but, tu vois, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre les fondamentaux, de savoir construire les fondations de la maison. Et le reste, c'est du bonus, en fait. T'as pas besoin, t'es pas obligé. Euh, pour reprendre ça, et après je te détaille plus, les fondamentaux, euh, tu peux pas faire sans. En fait, si vraiment tu veux comprendre vraiment la différence, les choses optionnelles, voilà, c'est optionnel en fait, tout simplement, tu vois. T'es pas obligé euh, d'y aller. C'est-à-dire que là, on va voir les choses. Je vais te montrer les fondamentaux, ce que c'est concrètement, qu'est-ce que tu dois, sur quel focus, euh, où est-ce que tu dois mettre ton focus, tout simplement. Euh, Si tu veux rester uniquement sur les fondamentaux, parce que tu n'as ni le temps, ni l'envie, ni la passion pour aller plus loin, c'est OK en fait. C'est OK. C'est OK. Pourquoi? Parce que tu as les fondamentaux, c'est les fondations. Il n'y a pas de problème en fait. Le reste, si tu veux un toit en plus, etc., pour reprendre l'exemple, hein, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Bon, on est d'accord que si tu construis une maison demain, je te conseille quand même de mettre un toit. Mais dans l'investissement, sur ce plan-là, on s'en fiche complètement. Donc tu vois, voilà, alors, je te le mets là, hein, les infos optionnelles. Si tu aimes le domaine et que tu as le temps de t'y pencher, etc., tu peux aller creuser, c'est pas un problème. Mais c'est pas une obligation. Je l'enlève ici. Donc là, ici, je vais te donner les trois axes à maîtriser. Je vais d'abord te donner, voilà, je vais d'abord te donner les choses les moins fournies, comme ça au moins on ira un peu plus en profondeur avec le premier. C'est déjà la sécurité.
Donc franchement, il y a rien de compliqué hein, là-dedans. Hein. Aujourd'hui, si tu investis sur les métaux précieux, sur la bourse, sur les cryptos, tu as un compte. Tu as un compte, tu as une passerelle, tu as une plateforme, tu as un, un maillon qui t'aide à investir. C'est généralement un site internet, un compte et compagnie. Il faut le sécuriser, tout simplement. Il faut le sécuriser et pas faire de bêtises. Donc en fait, ça, c'est une chose à maîtriser. On ne sécurise pas un compte crypto comme on sécurise un compte bourse, par exemple. Tu vois, il y a certaines choses à faire, il y a quand même un processus à maîtriser. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que voilà, ça dépend du marché. Mais ça, il faut le maîtriser. Voilà, il faut le maîtriser. Ensuite, la fiscalité. La fiscalité, c'est important de la maîtriser. Pas de panique, tu n'as pas besoin d'être expert fiscaliste et compagnie. Tu as juste à savoir comment calculer ce que tu dois à l'État et le donner en temps et en heure. Tac. Même si c'est chiant, même si certains ne seront pas contents, ben, c'est comme ça et il faut le maîtriser, il faut le savoir. Maintenant que je t'ai expliqué ces deux petits points-là, on va aller quand même sur un point un peu plus profond, un peu plus concis, euh, qui se détache en plusieurs axes. Euh, pour investir, par exemple, en crypto-monnaie, en métaux précieux, en tout ce que tu veux, n'importe quel marché, en crowdlending, crowdfunding, on s'en fout, un peu importe le marché, tu dois maîtriser plusieurs axes. Je ne vais pas dire plusieurs points, on va dire plusieurs axes. Et si tu maîtrises ces plusieurs axes, tu as tout compris au marché plus ou moins. Tu as compris les fondamentaux en tout cas. Tu as compris assez pour investir, avoir des bons, avoir une croissance, avoir des rendements, et voilà, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'avantages. Si tu souhaites plus, tu peux, mais ce n'est pas une obligation. Donc, j'ai pris l'exemple du marché de la crypto. Euh, donc, c'est très simple. Première chose, comprendre l'idéologie et l'utilité, en fait. Le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En fait, l'objectif de de cette question, comprendre l'idéologie ou l'utilité, c'est de savoir à quoi ça sert. À quoi ça va nous servir? Donc, le Bitcoin, je t'ai écrit quoi? Je t'ai écrit monnaie numérique au nombre limité. Donc, il n'y en a que 21 millions, il n'y en aura que 21 millions. Il est non contrôlable et non falsifiable et il repose sur un réseau transparent. Donc, la blockchain, hein, je pense que tu connais un petit peu ce terme. Voilà. Et c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'utilité du Bitcoin? En fait, c'est la liberté d'être sa propre banque, donc d'avoir plus de transparence et d'être, voilà, c'est marqué souveraineté monétaire, ça veut dire d'être souverain de son patrimoine, d'être souverain de son argent. Souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir le pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir sur notre argent. On n'a pas le pouvoir sur la valeur de notre argent aussi. Euh, c'est voilà, aujourd'hui, tu as besoin d'argent, tu as besoin de ton argent, t'imagines de ton argent, tu dois aller à la banque, imaginons que tu vas acheter une voiture, tu as 10 000 euros de côté, tu demandes à ton banquier, bah, j'achète une voiture après-midi, il me faut 3 000 euros. Et le banquier te dira, bah, tu dégages en fait, non, tu n'auras pas tes 3 000 euros. Parce que euh, quand on a de l'argent à la banque, c'est pas ton argent, tu vois. Et le Bitcoin répond à cette problématique. Il répond aussi à la problématique en termes de nombre limité. Nombre limité, comme tu le sais, il n'y en aura que 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Et du coup, ça fait que ben, c'est cohérent, c'est rare, et du coup, ben, la valeur d'un Bitcoin va continuer à croître au fil du temps. Euh, c'est c'est conçu pour, l'algorithme est conçu de cette manière. En l'occurrence, les euros, et ça c'est très important, euh, on imprime en masse des billets, on imprime en masse des billets, des euros, et du coup ça crée de la dévaluation monétaire. Donc en fait, la monnaie est dévaluée, et c'est ce qui crée de l'inflation en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu payes bah, très cher ton panier de courses, alors que tu payais peut-être 20 euros, maintenant tu payes peut-être 40 ou 50, tu vois, pour les mêmes articles. En fait, voilà, le Bitcoin, lui, c'est son utilité, c'est son objectif, c'est être sa propre banque, avoir notre propre argent, arrêter de se faire avoir par l'impression monétaire de masse, etc., etc. Donc je t'ai quand même bien expliqué ce point. Maintenant, quel est le potentiel? Parce qu'on est d'accord que lorsque tu entends ça, lorsque tu vois ça, tu te dis, personne ne laissera ça passer. Tu vois, à l'époque, si vraiment tu étais aux prémices, tu te serais peut-être dit, ouais, ça ira pas loin, les États vont le tuer, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est différent. Le potentiel, qu'est-ce que je veux dire le potentiel par là? Qu'est-ce que je veux dire par le potentiel? C'est surtout le potentiel de croissance, d'adoption et voilà. Est-ce que vraiment il va nous faire gagner de l'argent, ce Bitcoin? Les cryptos en général, hein, je parle aussi. Hein. Bah, en fait, quand tu regardes bien ce qui se passe aujourd'hui,
l'adoption du Bitcoin, elle équivaut aujourd'hui à l'adoption du téléphone portable dans les années 90. Et ça, c'est très important à savoir, ça c'est des chiffres, hein, je t'invente rien. C'est très important à savoir et à connaître. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont convaincus d'avoir, entre guillemets, loupé le train. Beaucoup de gens pensent que il est trop tard. Il est trop tard d'investir dans les cryptos, il est trop tard d'investir dans le Bitcoin, etc., etc. Mais lorsque tu sais ça, lorsque tu sais qu'on est encore au début, alors oui, tu aurais pu peut-être arriver avant, hein, on est d'accord, mais tu es encore au début, tu n'es pas en retard, tu vois, tu n'es pas en retard. Quand tu sais que tu arrives en termes d'adoption exactement au même moment que l'adoption du téléphone portable dans les années 90, là tu te dis ah ouais merde, tu vois, ah ouais, on est quand même encore au début et largement, hein, je te dis clairement. Ensuite, voilà, tu as quand même des choses qui sont encore plus folles, tu vois, et ça on n'aurait jamais cru ça il y a quelques années. Moi, sache que j'ai commencé à acheter mes premières cryptos en mars 2017, hein, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et à l'époque, j'aurais jamais cru ce que je vais te dire là, mais les États sont de plus en plus nombreux à acheter du Bitcoin. Euh, sont de plus en plus nombreux à acheter du Bitcoin. Il y a même le Salvador qui a switché pas mal de ses capitaux en Bitcoin. Donc tu vois, ça c'est incroyable, tu vois, c'est incroyable. Et la dernière chose, voilà, les grandes marques, je crois qu'il y a McDo, j'ai un doute. J'allais dire McDo, mais je crois que McDo, ouais, McDo, certains pays, certaines villes, McDo, Starbucks, ça c'est sûr, Starbucks, tu vois, des grandes marques mondialement connues proposent de plus en plus le paiement en Bitcoin. Donc quand tu vois ça, quand tu vois tous ces points-là, il y en a pas mal d'autres, hein, j'ai pas tout mis évidemment, mais quand tu vois tout ça, tu te dis, waouh, le potentiel, il est violent, en fait. Il peut vraiment être hyper intéressant pour les années qui arrivent. Ensuite, évidemment, tu vois, il y a toujours un revers à la médaille, c'est comme le profil investisseur, c'est les limites. Les limites. Donc là, c'est le contraire du potentiel, c'est les limites. En quoi en quoi ça peut être mauvais, entre guillemets, pour nous. En tout cas, si on fait des bêtises. Donc je t'ai mis deux choses. Je t'ai mis que c'était un micro-marché, donc le marché il est très volatile. Ça je te l'apprends pas, je pense, hein. En crypto-monnaie, le marché, évidemment que c'est encore un petit marché comparé au reste, même si au final ça a quand même bien augmenté en termes de capitalisation depuis ces quelques années. Mais voilà, on est encore sur un marché qui est quand même euh, assez petit comparé à ce qu'on connaît dans les monnaies fiduciaires, les monnaies classiques et la bourse et compagnie, etc. Et surtout les métaux précieux. Donc c'est un marché encore assez petit. Et du coup, ben, dès lors qu'il y a une vente ou un achat, ben, évidemment, la volatilité elle est beaucoup plus élevée. Ensuite, être sa propre banque, ben voilà, ça on en a parlé tout à l'heure. Si tu es souverain de ton argent, si tu as vraiment le pouvoir exclusif à 100% de ton argent, donc sans banquier, etc., ça demande quand même une certaine responsabilité personnelle. C'est-à-dire que c'est à toi de sécuriser ton argent, c'est à toi de faire attention à pas compter les vols, etc., etc., etc. Donc tu vois, il y a quand même une certaine responsabilité à avoir à ce niveau. Donc il faut pas faire de bêtises là-dessus. Ensuite, tu as les cycles. Les cycles, je t'ai juste marqué le temps d'un cycle crypto, le temps d'un cycle Bitcoin. Je t'ai pas expliqué en quoi c'est intéressant de connaître le cycle. Je t'expliquerai sans doute dans le dernier pilier. Voilà, j'allais dire derniers axes, mais c'est plus ça les axes. Dans le dernier pilier. Donc, cycle du Bitcoin, peut-être que tu le connaissais déjà, il est de à peu près 4 ans. Ensuite, tu as la prise de profit. J'aurais pu mettre même la stratégie d'achat avant, mais c'est pas grave. On va commencer peut-être ouais, par celui-là, et du coup, ce sera plus logique. Donc la stratégie d'achat, on n'achète pas, euh, on n'achète pas de la même façon. C'est comme la prise de profit, stratégie d'achat et prise de profit. On ne prend pas ses profits de la même façon sur un marché comparé à un autre. Pareil, on n'achète pas de la même façon sur un marché par rapport à un autre. C'est la même chose. Quoique, il y a quand même beaucoup de similitudes, mais c'est pas toujours, comment dire, toujours 100% pareil. Stratégie d'achat, voilà. Est-ce que j'achète tout d'un coup ou est-ce que je lisse mon prix d'entrée? Euh, je vais prendre, par exemple, tu vois, voilà, je vais te donner un exemple. Ça, c'est une personne qui ne maîtrisait pas ça. J'ai une personne, une mamie en plus, hein, c'était une dame quand même assez âgée, je sais plus, une bonne soixantaine, je pense, qui m'avait contacté concernant les cryptos. Ça fait pas mal de temps, hein, ça fait au moins un an et demi.
qui avait acheté, voilà, qui avait pris toutes ses économies d'une vie, donc à peu près un bon 20 000, 30 000 euros, et qui a acheté tout, tout en haut de la TH hein, du Bitcoin en fait. Donc lorsque le prix il était assez plus haut, et elle s'est pris, elle s'est pris la chute sévère qui a duré à peu près un an, à moins 80%. Euh, Pourquoi? Parce qu'elle ne maîtrisait pas son prix, une stratégie d'achat qu'on appelle le DCA, qui permet de lisser ton prix d'entrée. Elle a acheté tout d'un coup. Euh, Elle a acheté tout d'un coup et boum, tu vois. Et c'est triste, hein, c'est horrible, hein, mais les gens, ils sont dans l'émotionnel, ils ont fait la bêtise. C'est horrible, mais on peut rien faire malheureusement comme ça, dans cette situation. Enfin bref, c'est un autre sujet. Acheter d'un coup. J'achète d'un coup. Pourquoi? Je te dis que acheter d'un coup, pourquoi je te l'ai mis en avant, alors que je te dis que c'est pas une bonne idée, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, mais il faut maîtriser les cycles. Alors, maîtriser les cycles, c'est pas parce qu'on maîtrise le cycle que tu achètes tout d'un coup et que c'est pas risqué. C'est juste que, je vais te prendre un autre exemple, euh, market cycle, Bitcoin, voilà, par exemple. Euh, on va prendre celui-là, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, magnifique. Voilà. En fait, je dis ça, mais je crois que je l'ai déjà. Cycle, ouais, normalement je l'ai. Voilà, cycle Bitcoin. Donc tu vois, je vais te le mettre quand même sur le côté après, là, je vais te le mettre là. Je te le montre juste après, tu vas comprendre. Ça, c'est un cycle de marché classique. On ne parle pas de Bitcoin, on parle d'un cycle de marché. Euh, pour t'expliquer quand même ce que c'est un cycle. Euh, ça, ça là, ce que tu vois, c'est en fait, c'est pas un graphique en fait. Les gens pensent que c'est un graphique, mais en fait, il faut que tu dises que c'est les émotions des gens retranscrites sur un graphique. C'est les émotions des investisseurs retranscrites sur un graphique. Et en fait, ce que je te disais, pour que ça soit quand même imagé, cette personne, cette dame-là d'une soixantaine d'années, a acheté là, a acheté du Bitcoin à 69 000 dollars, je crois, et elle a mis ses 20 000 ou ses 30 000 balles d'un coup. Et évidemment, elle a pris ça dans la gueule. Et donc, ça pique. Et, euh, et quand je te disais d'acheter tout d'un coup, tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, acheter tout d'un coup, c'est une bêtise. Pour ce cas-là, c'était une bêtise. Pourquoi c'était une bêtise? Parce que premièrement, elle a fait l'erreur d'acheter tout d'un coup, mais surtout, elle ne maîtrisait pas le cycle. Si aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, j'ai trouvé avec toi, pour moi, on est ici. Aujourd'hui, mettre 20 000 balles dans le Bitcoin, c'est pas une bêtise. Même d'un coup. Alors oui, à court terme, on peut peut-être baisser, et sur le long terme, on sera toujours gagnant. En tout cas, c'est mon avis, tu vois. Donc c'est pour ça que, pour revenir à ça, en fait, je voulais te montrer ça. Pourquoi? Parce que là, ça, c'est le market, c'est le cycle du Bitcoin, en fait. C'est exactement ce que je t'ai montré derrière, retranscrit sur le dernier cycle du Bitcoin. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement les mêmes phases. Là, c'est 4 ans, hein, je te précise, c'est exactement les mêmes phases. Du coup, je vais revenir quand même sur ce que je te disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc du coup, stratégie d'achat, c'est bien de maîtriser ça et surtout le cycle. Les cycles, pas nécessairement le temps, la temporalité la durée, pardon, la durée du cycle, mais c'est bien aussi de maîtriser les phases et comment ça fonctionne et surtout à quelle phase on est aujourd'hui, par exemple. Tu vois. Donc aujourd'hui, mettre 20 000 balles dans le Bitcoin, même si le risque à court terme il est quand même un peu, voilà, un peu présent, c'est quand même bien moins, je ne vais pas dire bête, mais tu vois ce que je veux dire, c'est bien moins bête de les mettre aujourd'hui que de les mettre quand il était à 69 000. C'est logique, c'est cohérent. Voilà. J'étais un peu plus en profondeur sur ce point, mais bon, c'est pas un souci. Stratégie de prise de profit, c'est exactement la même chose. Tu vois, on va reprendre ça. L'objectif, nous, c'est qu'on achète en priorité surtout ici et que, bah, en fait, on prenne des profits ici, tac, 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 tac. Sauf que là, dans la montée, bah, regarde si tu vois bien, il y a euphorie. En fait, ton état émotionnel, il va changer. Et donc, c'est bien d'être carré là-dessus. Stratégie de prise de profit carré, rationnel. Mais ça, on va le voir juste après. Voilà, de toute façon, en fait, on va voir tout de suite au final, parce que je t'ai fait le tour, plus ou moins. Ouais, plus ou moins, non, pas plus ou moins, je t'ai vraiment fait le tour. Et la dernière chose, c'est la psychologie. Alors la psychologie, alors c'est très important. Je vais être franc avec toi, là, ce que tu vois sous les yeux, c'est plus de la moitié. Je vais faire ça, tac. Ça là, juste ce point-là, la psychologie, c'est plus important que tout le reste.
Je suis sérieux. Je suis sérieux, c'est plus important que tout le reste. Moi, moi, tu vois, pendant des années, j'ai maîtrisé ça. Des années, j'ai maîtrisé ça, et ça, j'ai maîtrisé ça un peu trop tard. Ça, là, rien que ça, le fait que j'ai pas maîtrisé ça, ça m'a fait perdre près 50 000 euros. Oui, je bois un petit coup, parce que ça fait, comment dire, ça a du mal à passer. Mais non, je plaisante, mais vraiment, c'est vraiment important en fait. Ça, pour moi, ça, c'est un bon minimum 60%, 70%, 80, peut-être même 80% de ta stratégie. Pourquoi? Parce que si tu maîtrises tout ça, mais que tu maîtrises pas ça, bah, en fait, tout ça, c'est cool en fait. Tout ça, c'est cool. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te montrer comment tu peux faire pour justement faire en sorte de le maîtriser. Euh, Psychologie, du coup, connaître les cycles. En fait, je te l'ai fait juste avant. Je t'ai expliqué les cycles. On est d'accord, les cycles de chaque marché. Tu as des cycles qui sont différents. Sur le Bitcoin, sur la crypto, les cycles sont pas pareils que sur la bourse et compagnie. Tu vois. Donc, connaître les cycles et derrière, maîtrise de ses émotions. Donc, tu vois, je suis pas là pour te faire voilà, un cours sur les émotions, etc. etc. On n'est pas, voilà, on n'est pas sur ce point-là. Mais comme je disais tout à l'heure, on va reprendre cet exemple. Désolé. Nous, notre objectif, en fait, quand tu vas te lancer, c'est de créer ton plan sur mesure. Quand je dis créer ton plan sur mesure, euh, je le vois un peu, en fait, moi, pour moi, ça, ton plan, je l'appelle le plan, c'est c'est ta bouée de sauvetage. C'est ta bouée de sauvetage durant les tempêtes, durant les moments où tes émotions vont prendre le dessus. Si aujourd'hui, tu es du style en mode à dire ouais, non, ça va aller, mes émotions, ça va aller, non, non, je pense que je pourrais gérer. Crois-moi, c'est pas vrai. Je te le dis clairement, tu pourras pas le faire. Tu pourras pas le faire parce que, crois-moi, quand tu as un portefeuille, par exemple, crypto-monnaie qui a 50 000 et que 4-5 ans plus tard, 50 000, qui a 5 000 et que 4-5 ans plus tard, tu atteins presque les 100 000 euros, crois-moi que tu n'es plus dans le rationnel. Je te jure que tu n'es pas dans le rationnel, tu es complètement dans l'émotionnel et tu fais que des bêtises, que des conneries. Vraiment, clairement, je suis sérieux. Donc, toi, c'est vraiment important de créer ton plan sur mesure. Et quand je dis ton plan sur mesure, en fait, c'est ce qu'on a vu un peu avant, c'est la stratégie d'achat, c'est la stratégie de vente, c'est ton objectif. Et tout ça, ça doit être noté noir sur blanc. Et ça doit être limite ta feuille. Cette feuille-là, c'est à mettre sur ton frigo, quoi. C'est à mettre sur partout, tu vois. C'est vraiment ta bouée de sauvetage. Pourquoi je dis ta bouée de sauvetage? Parce que lorsque tu vas commencer à être dans l'émotionnel, parce que ça va arriver, je t'assure que ça arrivera, c'est là qu'il faut que tu aies cette présence d'esprit de te dire, je repars voir cette feuille. Je me remets à lire cette feuille. Parce que lorsque tu es dans l'émotionnel, tu fais des conneries. Lorsque tu es dans l'émotionnel, tu es convaincu d'être le meilleur, tu es convaincu d'être le plus fort, tu es convaincu que tu vas être millionnaire en 2 semaines, tu es convaincu que le Bitcoin va continuer de monter indéfiniment parce que déjà, premièrement, tu maîtrises peut-être pas les cycles. Et en plus, tu es tellement dans l'émotionnel que ça continue, tu crois que ça va continuer, 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 continuer. Et non, en fait, non, ça va pas continuer. Donc, ce plan, voilà, j'avais noté quelques petites choses. Voilà, il y a ton objectif, ton horizon d'investissement et ton plan de prise de profit. Euh, Sache que c'est très facile d'investir quand les marchés sont, quand ils sont à peu près stables. Quand ils stagnent, quand tout va bien, plus ou moins, c'est facile. C'est facile. C'est toujours facile. Tout le monde peut le faire. Par contre, lorsque ça va mal, lorsque ça part en sucette, lorsque ça crache de 10, 20, 50, 80%, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une stratégie en adéquation avec ton profil investisseur, on en a parlé au début, euh, c'est important euh, de continuer à être rationnel. Lorsque les émotions et lorsque le marché est émotionnel, tu dois faire en sorte de revenir je dirais à la rationalité, mais ouais, c'est français ça, je sais même pas. Mais, à tout ce qui est rationnel. Rationnel, rationnel, rationnel. Et ce qui est rationnel, qu'est-ce que c'est? C'est des chiffres, c'est des objectifs que tu as déterminés en amont lorsque tu étais euh, émotionnellement stable. On est d'accord, hein. Il ne faut pas le faire lorsque c'est le bordel sur le marché. Je précise une chose quand même, je pense que je l'ai dit, mais j'insiste là-dessus parce que franchement, pour moi, c'est la chose à maîtriser. Le capital, lorsque tu crées ton plan d'investissement, ton plan sur mesure, on est d'accord que tu le fais
Lorsque tu le fais pour te préparer, lorsque tu vas subir des crashs, des crises, etc., c'est un peu le cas aujourd'hui, hein, tu te prépares à ça, tu mets ton plan sur papier pour ce moment que tu vivras un jour, mais aussi, et ça les gens l'oublient, mais aussi, et c'est là que la prise de profit est là, hein, mais aussi lorsque tu vas faire des sous, lorsque tu vas faire beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait des fois 300, j'ai fait des fois 14 sur un portefeuille crypto, etc., etc. Et crois-moi, j'ai fait de la merde, hein. J'ai fait de la merde. J'ai, j'ai morflé, j'ai pris moins 50 000 balles dans la gueule, hein. Mais voilà, j'ai quand même émotionnellement parlant, je suis quand même solide, vraiment très solide. J'ai une histoire de vie qui est assez violente. Et crois-moi, faut avoir les reins solides. Mais je suis sûr que si j'avais été fragile, ça se serait très très mal fini. Je te le dis clairement. Et il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas réussi à sortir la tête de l'eau. Donc c'est pour ça que j'insiste. J'insiste vraiment. Tu mets ton objectif. Ne tombe pas dans le délire de l'objectif classique des gens, classique, que tu vois sur Internet. Tu vois, moi je suis là avec le vieux fauteuil, ma chérie, DBZ, tout ça. Je te montre pas de Rolex et compagnie, tu vois. Je te montre pas. Tu vois, ne tombe pas dans ce cliché, tu vois. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas bien de vouloir s'acheter des bolides, des délires comme ça, tout ce que tu veux, des bolides. Je pense aux voitures, c'est pour ça aussi. Mais tu as le droit. Mais il faut que ça soit vraiment un besoin profond, un besoin vraiment ce que tu souhaites, tu vois. Est-ce que tu souhaites plus de liberté? Est-ce que tu souhaites plus des jouets, etc. C'est ok, hein, je te le rappelle, hein. Mais en fait, commence pas à tomber dans l'émotionnel, parce que crois-moi, quand tu vas y être, ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Du coup, tu écris ton objectif aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu peux même le faire, ouais, tu peux le faire juste après le profil investisseur, hein. Même là, en fait, tu peux peut-être même déjà le faire, parce que le profil, en fait, ton objectif, il est là, hein, avec du recul. Tu as juste à reprendre les trucs là. Donc, en fait, tu fais ton objectif dans les grandes lignes. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'investis, en fait? Et je ne parle pas d'objectifs chiffrés pour l'instant. Pourquoi j'investis? Être plus libre, léguer un patrimoine, créer ma retraite anticipée, me constituer ma propre retraite parce que j'ai plus confiance dans le système, etc., 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 etc. Ensuite, tu détailles plus. Euh, j'investis pourquoi? Parce que j'investis pourquoi? Combien j'ai besoin pour atteindre cet objectif? De combien j'ai besoin? On prend l'exemple de tout à l'heure de Marc, je crois que c'était Marc, qui n'avait pas besoin beaucoup d'argent pour vivre, etc. Et que lui, 100 000 euros, c'était plus que suffisant. Peut-être que tu es dans ce cas-ci. Peut-être que tu as besoin de davantage. Peut-être que ceci, peut-être que cela, etc., etc. Tu vois. Il faut tout déterminer en amont. Et lorsque tu es émotionnellement stable, hein, on est d'accord, commence pas à faire ça dans un moment quand le Bitcoin fait x2 en 2 jours, hein, on est d'accord. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, parce que crois-moi, la plupart des gens, lorsqu'ils font ça, lorsqu'ils font leur objectif, ils sont pas. Je pense, selon moi, c'est très rare, tu vois. Des gens qui se disent, ouais, j'achète une BM à 50 000, nanani, nanana, tu vois, ce genre de choses. Bon, je vais très loin voilà, je vais très loin. Je sors un peu peut-être de ce que j'avais prévu de t'expliquer, mais c'est parce que je trouve que voilà, ce point-là, je vais être franc avec toi, c'est le point le plus important de tout. Et c'est le point le plus négligé de tous. Et j'en parle en connaissance de cause, hein. J'en parle en connaissance de cause parce que moi, ouais, c'est plus de 50 cas en fait que j'ai perdu. Je ne les ai pas vraiment perdus, mais en fait, j'ai pas pris mes profits en fait. J'ai pas pris mes profits. Donc, fais pas de bêtises. Fais vraiment ça correctement. Tu fais tout ton plan. Et en tout cas, voilà. T'as déjà pas mal à faire. T'as déjà pas mal à faire. Je précise que ça peut peut-être te faire peur tout ça, tu vois. Quand je dis faire peur, ça peut peut-être être, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de taf, mais en fait non. Il n'y a pas beaucoup de taf parce que dès lors que tu as fait tout ce travail, c'est peut-être une poignée d'heures. Pour moi, c'est vraiment une poignée d'heures. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec du recul. Peut-être une grande après-midi, tu vois, une grosse après-midi. Et ensuite, tu as juste à empiler dans chaque saut, comme tu le sais, hein, sécurité, enrichissement, momentum. Et ensuite, tu as juste à maîtriser tes émotions grâce à ton plan et à suivre ton plan. Et en fait, ça va tout seul. Et c'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué. Le point le plus compliqué, c'est lui. C'est lui parce que ce qui tue les investisseurs, c'est les émotions. C'est tes émotions. Dès lors que tu es trop dans l'excitation, dès lors que tu es trop dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur, c'est là que tu dois te recentrer. Et tu dois repartir sur ta bouée de sauvetage, parce que c'est elle qui va te sauver des tempêtes. Rappelle-toi de ça. C'est la fin de la vidéo, je pense. Ça va vraiment être terminé. Euh, mais voilà, j'avais rien d'autre à te dire de plus à ce niveau. Euh, voilà, si vraiment tu veux qu'on fasse tout ça ensemble,
tout ça ensemble dans un détail, je vais dire monstrueux, ça fait flipper, mais dans un détail ultra carré. Je vais sans doute te mettre un lien Calendly en dessous. Donc tu peux prendre un appel avec moi, on s'appelle. Sache que moi je suis pas là pour te pousser à ce qu'on travaille ensemble. J'ai même déjà refusé des gens parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas, qui correspondaient pas entre guillemets à mes valeurs et surtout je me voyais pas travailler avec ces gens. Tu vois, il y a rien de mal, hein. Il y a des gens ils sont pas, t'as pas le feeling tout ça et c'est ok, tu vois. Moi voilà, moi je suis disponible. Si tu veux, tu prends un call. Euh, N'aie pas peur. Si vraiment t'hésites à le faire, si t'hésites à envoyer, à prendre un call, fais-le en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Parce que moi, je te l'ai dit, je suis là pour qu'on discute. Et après, je te dirai, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Euh, pour que tu le saches, c'est 1800 euros, tu vois, pour qu'on travaille 3 mois ensemble, pour qu'on fasse tout ça, que tu aies une stratégie carrée et que tu fasses les choses. Et ensuite, et voilà, tu vois, je te cache pas le prix, je te cache rien, tu vois, il y a rien de caché. Et je suis pas là pour te dire, allez, si, travaille avec moi, nana, tu vois, voilà. Donc, si vraiment tu as peur de ça, parce que je sais que j'étais comme ça aussi avant, n'aie pas peur de ça, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. N'aie pas peur de ça, fais-le. Euh, et voilà, c'est tout. Dans tous les cas, on aura discuté un petit quart d'heure, 20 minutes, et on aura bien rigolé, et voilà, ça sera cool, et voilà. Donc je pense que je vais te laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait quand même un bon taf. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, à liker la vidéo, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros travail quand même, comparé aux autres vidéos que je fais. Les autres vidéos que je fais un peu plus sont un peu en mode à l'arrache. N'hésite pas à, voilà, à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, j'avais oublié, j'aurais peut-être dû commencer par là. Merci, parce qu'on est quand même 102, 103 abonnés aujourd'hui. J'ai lancé la chaîne il y a très peu de temps, hein, il y a 2, 3 mois à peine, donc je trouve que ça a été assez vite. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de parler parce que j'ai toujours des intros et des fins de vidéo à rallonge. Je te laisse là-dessus, je vais me reprendre un petit verre de jus d'orange et tu sais où me trouver si tu as besoin de moi. Donc je te souhaite une excellente journée, une excellente après-midi et je te dis à la prochaine. Allez, salut.